Pour la poursuite du débat, je reconnais maintenant M. le député de Vanier-les-Rivières pour son intervention sur le discours du budget. Monsieur le député, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous me permettrez, sans dire un accro, mais presque, avant de débuter mon intervention pour la réplique sur le budget. Vous savez, à notre discours inaugural, on salue toujours nos bénévoles, qu'on remercie nos bénévoles, mais j'en ai deux qui sont ici aujourd'hui, donc qui sont venus dîner avec moi ce midi. Je vais me permettre de les saluer, de les nommer. Mme Carmen Marois et Mme Thérèse Chabot, qui sont accompagnées d'Éric Godreau. Bonjour, mesdames. Accompagné d'Éric Godreau, qui est mon directeur de bureau. Donc, c'était mon accro, monsieur le Président. La tradition, c'est là que la présidence est la plus souple possible pour permettre une largeur de vue. Alors, il n'y a pas de problème. Poursuivez. Merci bien, Monsieur le Président. Donc, à mon tour d'intervenir après mes collègues, il y a de nombreuses choses qui ont été dites. Je tenais à prendre la parole sur certains points du budget. Premier budget d'un nouveau gouvernement, d'un gouvernement solide. Mon collègue de Jean Lesage parlait du trio économique. Mais vous savez, notre premier ministre a su s'entourer d'une équipe très forte, d'un gouvernement solide, d'une équipe ministérielle qui est assez incroyable. Premier budget du ministre des Finances actuel aussi, mais qui est un budget d'équipe. Donc, je comprends, c'est le ministre des Finances qui est le porteur, mais c'est un budget d'une équipe. Le premier ministre a su... On dit qu'un signe d'intelligence, Monsieur le Président, c'est de savoir bien s'entourer, mais à force est d'admettre que le premier ministre est un être excessivement intelligent parce qu'il a su s'entourer d'une équipe incroyable. Et on a la preuve avec le budget qui a été déposé, un budget qu'il faut qualifier de responsable, Monsieur le Président. Responsable parce qu'il faut le rappeler, hein, le rapport d'experts sur l'état des finances publiques qui a été remis en avril 2004, le disait, le Québec est confronté à un déficit structurel avec un taux de croissance des dépenses ayant approché annuellement 5 % au cours des 10 dernières années, alors que le taux de croissance nominale de l'économie est plutôt autour de 3,5 % au cours de la même décennie. Donc, il y a un travail à faire et le budget déposé par le ministre des Finances est un budget qu'il faut qualifier de responsable, qui vise à nous sortir de notre endettement aussi pour nous permettre de faire des choix et d'être libre de nos choix. Et avec ça, il présente un budget de relance économique. Les gens ont insisté beaucoup sur ce volet-là. Moi, je vais vouloir peut-être plus insister sur le contrôle serré des dépenses qui est proposé, qui est fait. Et je dois dire d'ailleurs qu'il y a beaucoup de documents qui nous ont été remis, Monsieur le Président, dans le cadre avec le dépôt du budget. Mais si, pour les gens qui nous écoutent ou les gens qui ont quelques lectures à faire, mais rigueur et responsabilité dans la gestion de nos dépenses, petit document essentiel que tout le monde devrait lire, Monsieur le Président, qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans, qu'on a un plan de match qui est présenté, comment on va réduire nos dépenses, comment on va s'attaquer à ça, avec des choses qui ont été abordées par plusieurs, mais je vais insister sur certaines choses, parce qu'avec ça, on fait preuve de rigueur. Je pense que c'est difficile de nier qu'il y a beaucoup de rigueur dans le budget qui a été présenté par notre collègue ministre des Finances. Donc, un budget qui va nous mener vers la réduction de la dette, réduction du fardeau fiscal, et un budget sérieux pour une situation sérieuse. Et ce qui a été même dit, c'est un budget pour un effort national. Mon collègue de Jean Lesage en parlait tout à l'heure. Ça m'était encore confirmé hier d'une activité pour un organisme qui s'appelle le Piolet. Les gens nous disaient, on est prêt. On le sait qu'il y a un effort à faire. On est prêt à faire un effort. Les gens ont compris que la situation est quand même assez grave. Il y a un effort important de la part de tout le monde. Et les gens sont prêts à le faire, sont conscients de faire l'effort et sont derrière nous et nous appuient. Ils nous appuient, ils nous le disent pour que les gens viennent nous voir et prennent la peine de dire « Votre budget que vous avez déposé, on est d'accord, on vous appuie ». C'est pas tous les jours qu'on voit ça, qu'il y a une certaine mobilisation pour dire on est avec vous, votre budget, on trouve ça intéressant. C'est toujours des moments qui sont plus durs habituellement pour la population quand on présente les budgets, mais là on sent un appui qui est assez important. Donc un effort important, ce qu'on a qualifié d'effort national, pour laisser l'expression qui a été utilisée aussi, laisser la maison en bon état. Mon collègue de Laval tout à l'heure en parlait, faisait la métaphore aussi avec la maison en bon état, mais on utilise des fois l'expression « gérant bon père de famille ». Je préfère peut-être parler d'un bon parent. Peut-être c'est une situation personnelle à la maison qu'il faut parler d'un bon parent, pas juste en bon père de famille. Mais comme parent, ça peut arriver qu'il y a des années plus difficiles, mais oui, on va accepter peut-être une année, 2 années de s'endetter
de mettre un peu d'argent sur la carte de crédit pour que nos enfants puissent continuer à manger. On ne commencera pas à priver nos enfants de nourriture parce qu'on est en situation un petit peu plus difficile. Mais pendant ces années-là, c'est là qu'il faut revoir notre façon de dépenser notre argent, notre façon de voir. On n'est pas obligé de manger du filet mignon toutes les semaines quand la situation est plus difficile. Donc, on revoit certaines habitudes de vacances, certaines habitudes de consommation, que ça peut être de restaurant aussi. Donc, il faut repenser notre façon de dépenser quotidiennement, mais comme gouvernement, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est en train de se faire avec, entre autres, la Commission permanente de révision des programmes qui est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'unique. Là, qu'on va voir, on dit souvent, on arrive comme gouvernement, on va revoir, on va évaluer les programmes, on fait ça une fois, c'est terminé, mais là, c'est un mécanisme permanent. Il y aura des annonces dans les prochains jours, d'ailleurs, pour donner un petit peu plus de détails sur cette commission-là, Monsieur le Président, qui va avoir comme objectif de s'assurer que les programmes répondent à un besoin prioritaire des citoyens, que les programmes sont administrés de manière efficace et efficiente, que le mode de financement des programmes est adéquat, que les programmes sont soumis à un processus d'évaluation continue. Et je vais revenir sur la question d'évaluation continue tout à l'heure, Monsieur le Président, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé, à mon avis, toute la question d'évaluation de programme, mais à l'intérieur de la machine gouvernementale. Oui, il y a la commission qui va avoir un mandat qui va être précisé, comme je disais, dans les prochains jours, mais il y a un travail qui est à faire aussi par l'appareil gouvernemental. Et je dois dire, pour parler, on connaît tous des gens, j'ai travaillé pendant quelques années dans la fonction publique aussi, mais on connaît tous des gens dans la fonction publique. On peut comprendre que là, on est dans une période un peu de changement, il va y avoir des changements structurels importants, des changements de faire, des changements dans les processus de services publics, mais c'est important de dire qu'on veut les maintenir, les services publics. On continue à offrir des bons services à la population, mais il y a des façons de faire qu'il faut revoir, et c'est un défi pour la fonction publique. Il y a plusieurs personnes qui voient ça comme un défi stimulant à l'intérieur de la fonction publique, de dire, bien, il y a des choses à faire. Quand on repense toutes nos façons de faire, bien, voici, c'est le moment peut-être d'être plus efficace, d'être plus efficient, de revoir, de remettre en question certaines choses qu'on prenait pour acquis, mais d'offrir encore un meilleur service à la population. Et pour parler avec certaines personnes de la fonction publique, oui, il y a des craintes, je peux comprendre, mais certains voient ça comme un beau défi pour l'avenir, pour prendre un petit peu plus de place, influencer un peu les façons de faire. Vous savez, quand on sort d'université, entre autres, on veut toujours refaire le monde, mais des fois, là, ça va être une occasion de dire, bien, moi, voici ce que j'ai vu, par exemple, dans d'autres pays, voici comment on procède. Entre autres, si on se compare avec les pays de l'OCDE, il y a plusieurs choses. Et plusieurs choses qui se sont faites ailleurs. Le Canada, le fédéral inspire beaucoup, mais on peut s'inspirer du Royaume-Uni, on peut s'inspirer d'autres pays aussi. Et l'OCDE a fait plusieurs études sur comment améliorer nos processus, comment améliorer nos programmes, puis comment faire des économies. Puis ce qu'ils disent, c'est souvent, ça découle d'un meilleur ciblage des missions fondamentales de l'État. Oui, il faut revoir les processus. Oui, il faut revoir les structures administratives, mais il faut se concentrer sur les missions fondamentales de l'État, entre autres. Puis d'ailleurs, le Comprehensive Spending Review qui a été conduite au Royaume-Uni en 2010, qui a suivi cette logique-là de se recentrer sur les missions essentielles de l'État, mais on parle d'avoir généré des économies de 19 % en moyenne sur 4 ans dans les budgets ministériels, autres que la santé et l'aide outre-mer, qui était important pour le Royaume-Uni. Donc, les missions fondamentales, sans toucher à la santé, au volet santé, on se comprend qui est un aspect important de nos dépenses, mais on a réussi avec une approche, comme on prend avec la Commission de la révision permanente des programmes, une moyenne de 19 %, de générer des économies en moyenne de 19 %, ce qui n'est pas négligeable, Monsieur le Président. Également, je vais parler d'un recours à l'évaluation de programmes. Il y a une section dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on parle d'un recours accru à l'évaluation de programme. Et je trouvais ça intéressant de le mentionner. Il se fait de l'évaluation de programme dans les différents ministères.
mais peut-être pas de façon systématique et de façon égale dans tous les ministères. Mais là, c'est ce qui est dit avec la commission d'évaluation des programmes, qui va être indépendante. Les annonces s'en viennent, comme je vous disais. Mais on demande à chacun des ministères, chacun des organismes, de faire une évaluation, eux autres aussi, de leur programme. Parce que quand on met sur pied un programme, il y a toujours des objectifs. Vous avez beaucoup d'expérience, Monsieur le Président. Vous n'avez créé des nouveaux programmes, vous n'avez administré, mais il y a toujours un objectif. Et des fois, on oublie l'objectif de départ qu'on s'était fixé pour mesurer si on l'a atteint véritablement au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Bien là, c'est de dire, bien voici, il y a des façons de procéder. L'ENAP est quand même assez experte aussi dans ça, mais dans chacun des ministères, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'évaluation de programmes. Mais on va rendre ça encore plus systématique parce qu'on entend recourir davantage à l'évaluation de programmes et on veut l'assurance que les nouvelles initiatives qui ont des implications financières annuelles de 5 millions de dollars et plus vont être dotées de mécanismes de suivi et de stratégies d'évaluation adéquates. Donc, le secrétariat au Conseil du Trésor va prendre ça en charge, va chapeauter tout ça, mais on met un accent important sur l'évaluation de programmes. Et ça, je pense que c'est des choses qui n'ont peut-être pas été assez dites et qui c'est important de le mentionner. Donc, recourir à l'expertise de nos fonctionnaires, de nos professionnels qui sont dans l'appareil public. Et ça aussi, il y a un beau défi pour plusieurs personnes dans l'appareil public qui sont enchantées d'entendre ça, que l'évaluation de programme va être mise encore plus en évidence. Un petit mot, Monsieur le Président, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je sais que mon collègue de La Fontaine veut intervenir après moi. On a parlé beaucoup du contrôle de la rémunération, mes collègues en ont parlé. Cran d'arrêt qui est là, évaluation de programme et objectif d'équilibre budgétaire qui est maintenu aussi 2015-2016. Et ça veut dire une gestion rigoureuse de nos dépenses, mais ça veut dire de la relance de l'économie aussi, qui a beaucoup de choses. Mes collègues en ont quand même parlé à plusieurs reprises. Stratégie maritime, mon collègue de Rivière-du-Loup en a parlé amplement. Renaissance du plan Nord, qui est pour ma génération, Monsieur le Président. J'ai 39 ans, je me souviens quand j'ai entendu ça, 2007-2008. Plan Nord, je dis un projet, enfin, dont on va profiter longtemps, qui va faire travailler beaucoup de gens, qui va faire travailler ma génération, les générations suivantes. Donc, c'est un beau projet qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi. Très heureux qu'on relance ça. C'est un message très clair à l'international, aux investisseurs internationaux qui veulent venir ici au Québec, qui veulent faire des affaires, donc créer de l'emploi, développer notre économie encore plus, Monsieur le Président. Donc, qui dit développement économique, mais dit qu'on est capable d'offrir des meilleurs services aussi de notre côté. Donc, beaucoup d'appui aussi aux PME, qui sont un moteur essentiel de notre développement économique. Et un appui aussi à la capitale nationale, Monsieur le Président. Il y a des choses pour la Ville de Québec qui sont là. Oui, on gère avec beaucoup de rigueur, mais il y a des choses à faire quand même. Il y a des investissements à faire. Entre autres, Québec, comté de Vanier-les-Rivières, Monsieur le Président, situé au centre géographique, si on veut, de la Ville de Québec. Donc, qui dit Vanier-les-Rivières, dit comté des autoroutes. Ça a été annoncé. On met en branle le projet de l'élargissement de l'autoroute Henri IV. Les citoyens de mon comté sont drôlement touchés par ça. Quand on veut se déplacer dans Vanier-les-Rivières, on n'a à peu près pas le choix de passer par les autoroutes. Henri IV, c'est rendu qu'actuellement, le dimanche après-midi à 13h, c'est bloqué. J'ai rencontré encore personne qui m'a dit que ce n'est pas une bonne idée d'élargir l'autoroute Henri IV. Je pense que ça fait l'unanimité. C'est un besoin qui est là, qui a été confirmé dans le budget. Oui, il faut faire attention aux dépenses qu'on fait, mais dans nos infrastructures, on n'a pas le choix d'investir dans nos infrastructures. Ça fait partie, là, c'est rendu essentiel, question de développement de la ville. Il y a un ralentissement, il y a une perte de productivité causée par les bouchons. Actuellement, c'est assez clair, donc c'est assez essentiel de le faire. L'élargissement d'Henri IV, c'est un projet qui fait l'unanimité. Bravo, notre gouvernement le confirme. On va de l'avant. D'ici quelques années, ça sera enfin réalisé à 3 voies à la grandeur. Également, une annonce importante dont on a peu parlé, mais le site d'Alousie, on s'entend qu'avec la stratégie maritime qui est là, le terminal de croisière de la Ville de Québec est déjà quand même assez populaire. Mais la sortie au site d'Alousie, il y a une amélioration qui est assez essentielle à faire et qui se situe dans le prolongement naturel de ce qu'on a fait avec la promenade Samuel de Champlain, pour être là une fois de temps en temps pendant l'été, faire du patin ou du vélo dans ce secteur-là. Quand on arrive au site d'Alousie, c'est assez... ça saute aux yeux là, qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, il y a un message envoyé aussi au tourisme. On va améliorer
on va améliorer la situation au terminal de croisière. Donc, je pense que c'est quelque chose qui plaît, j'ai pas entendu beaucoup de critiques sur cet investissement-là, d'ailleurs, Monsieur le Président, donc c'est assez essentiel de le faire. J'ai déjà largement dépassé mon temps, donc on gère ça nous-mêmes. Mais je vais conclure en disant que je suis très fier de faire partie de cette équipe-là, qui a proposé un budget vraiment responsable, qui a un plan de match pour l'avenir, qui continue à investir dans des choses essentielles et qui a en tête que c'est un budget important pour les prochaines générations, qui a comme valeur importante l'équité intergénérationnelle, parce que vous êtes grand-père, on est parents, il y a des gens grands-parents, il y a des gens parents, des gens qui seront parents bientôt, donc on veut laisser la maison en ordre, comme j'ai dit. Donc, c'est important de penser aux générations futures, mais sans amputer les services aux générations actuelles, à nos aînés, dans les soins de santé, à nos personnes qui plus vulnérables qui en ont besoin. Ça, c'est préservé, ça a été dit, ça a été mentionné, ça a été répété, mais c'est important de penser aux générations futures aussi. Donc, d'être responsable, de laisser une maison en ordre pour nos enfants, vos enfants, mes enfants. Alors, très fier de faire partie de cette équipe-là. Évidemment, pour répondre à mon collègue de Papineau, je vais voter en faveur de ce budget, Monsieur le Président. Merci. Merci, M. le député de Vanier-les-Rivières, pour votre intervention.